Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 octobre, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Ils crient au loup, accompagnés de leurs moutons. Près de 150 éleveurs, agriculteurs et chasseurs ont manifesté ce vendredi matin devant la préfecture de Haute-Savoie. Ils demandent à l'État des solutions pour protéger leur cheptel du prédateur. Nous étions sur place. Et puis nous irons au Palais Lumière à Évian pour rendre hommage à Alain Le Foll, l'un des plus grands illustrateurs des années 60. Une grande exposition lui est consacrée pour découvrir toute l'étendue de son œuvre et de sa patte graphique. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Je vous le disais en titre, une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la présence du loup dans les alpages avait lieu ce vendredi. À Annecy, environ 150 agriculteurs, chasseurs et élus se sont rassemblés devant la préfecture de Haute-Savoie et sur le Paquier. Ils réclament davantage de moyens pour lutter contre les attaques de loups sur leurs troupeaux. Et pour marquer les esprits, ils sont venus accompagnés d'une partie de leur cheptel sur le Paquier, ce qui a donné lieu à des images assez rares. Sébastien Germain. Quand les agriculteurs débarquent à Annecy, ils ne font pas les choses à moitié. 270 moutons, quelques vaches, du foin. L'espace d'une matinée, le Paquier s'est transformé en exploitation agricole. Et ce, pour le plus grand bonheur des passants. Autant d'efforts fournis pour faire de ce vendredi 15 octobre 2021 une grande journée de contestation contre la présence du loup dans les alpages. Et pour marquer les esprits, les banderoles et les messages sont volontairement provocateurs. Et ça devient un gros fléau pour notre profession. On a des attaques qui se passent tous les jours et ça ne peut pas continuer comme ça. On nous parle de comptage alors que ce n'est pas vraiment la réalité comme on la voit. Et pour nous, il y a plus de loups que ce qu'on nous raconte et il faut que l'État bouge là-dessus. Qu'on nous autorise plus de tirs de prélèvement aujourd'hui pour réguler un peu l'espèce parce qu'on part du principe qu'il y en a trop et qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va entretenir nos alpages. Donc s'il n'y a plus d'éleveurs demain, plus d'entretien de rien. Et puis voilà, tout simplement. Jeunes agriculteurs, FDSEA, syndicats ovins, élus et même chasseurs, ils étaient tous présents devant la préfecture de Haute-Savoie pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation actuelle. Effectivement, on est là par solidarité puisqu'on sait à quel point ces attaques de loups sont pesantes sur la vie quotidienne des agriculteurs. Moi, je connais dans ma commune un agriculteur qui a renoncé à monter en alpage il y a des années parce que ça devenait insupportable. Maire d'une commune rurale, effectivement, on n'a pas de poids, on n'a pas de pouvoir et on n'est même pas forcément associé à cette problématique. Donc effectivement, les élus, ils ont sans doute un rôle à jouer. Mais il faut qu'on s'organise et qu'on fasse remonter nos préoccupations. On le fait auprès des parlementaires, puisque de toute façon, ce sont bien les parlementaires qui font la loi. Cette journée haute en couleurs fut également l'occasion d'une nouvelle rencontre avec Alain Espinasse, le préfet du département. Un échange courtois, mais sans avancée certaine pour le moment. C'est passé un peu comme toutes les réunions qu'on fait. On nous demande encore une fois de prendre notre mal en patience, que des décisions vont être prises. Le préfet de région nous a promis des choses. La réunion la plus importante, elle se déroule aujourd'hui à Lyon, où on nous avait depuis juillet promis cette réunion qui devait être début septembre et qui est donc au 15 octobre. On verra ce que le préfet Sellet a à nous annoncer, mais cette réunion aujourd'hui, elle est une des encore différentes étapes. Les agriculteurs l'ont d'ores et déjà annoncé, sans solution pérenne, leur combat pourrait se muscler. Et Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, présent jeudi prochain au congrès de l'ANEM au Grand Bornand, est déjà attendu de pied ferme. La dignité, c'est le thème de la journée du refus de la misère. Cette année, cette journée mondiale née de l'initiative du fondateur d'ATD Quart Monde a lieu ce dimanche 17 octobre. À cette occasion, l'hôpital de Chambéry se mobilise toute la semaine pour sensibiliser ses visiteurs sur ce thème. Au programme des tables rondes, des lectures et des chansons qui symbolisent ce combat. Ce jeudi, le CHMS a proposé également au public de rencontrer les professionnels de la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé. À Chambéry, ce service accueille environ 300 patients en situation de grande précarité. La plupart de ces patients viennent de l'étranger et doivent désormais attendre près de 3 mois avant de bénéficier de l'accès aux soins, comme nous l'explique Catherine Pénat, médecin généraliste au centre hospitalier de Métropole Savoie. Si la pandémie a isolé certaines personnes, elle a aussi eu un impact sur l'accès aux soins de certaines personnes, entre autres avec les difficultés qu'on a actuellement à poursuivre et à ouvrir les droits l'aide médicale État. Et sur les lois qui ne facilitent pas l'accès des soins aux étrangers sur le territoire français. Pour les étrangers qui arrivent, qui sont demandeurs d'asile ou pas, il faut un minimum de 3 mois de présence en France pour pouvoir ouvrir les droits, ce qui
laisse un temps quand même qui peut être potentiellement important, pendant lequel on peut être gêné pour faire des soins. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui aient besoin des soins rapidement et en urgence puissent cependant y avoir accès. C'est à l'automne que se prépare le printemps. Vous le savez peut-être, les jeunes parents ont la possibilité de parrainer un arbre pour célébrer la venue de leur nouveau-né. Il s'agit du programme Un bébé, un arbre lancé par l'Office national des forêts et les laboratoires Guigauze. Pour fêter leurs 50 ans de partenariat, ils se sont réunis à Sallanches pour reboiser une parcelle de la forêt où près de 20 hectares de sapins, d'hêtres et d'épicéas avaient été ravagés par la tempête de 2019. Des élèves de l'école Le Bocard ont planté une centaine d'arbres. Ils ont ainsi pu participer à leur échelle à cette opération aussi ludique qu'éducative. Manon Toiti. Ils étaient tous là pour le geste. Après la tempête de 2019, la forêt de Sallanches a été en partie détruite. Pour célébrer le programme de reforestation lancé par Guigauze il y a 50 ans, les premiers bébés du processus étaient mis à l'honneur. Alors, je suis très contente de célébrer l'anniversaire de Guigauze pour les 50 ans de Un bébé, un arbre, qui sont aussi mes 50 ans, puisqu'en 1971, mes parents ont choisi de planter un hêtre avec Guigauze dans une forêt. Pour l'occasion, une classe de CE1, CE2 est venue planter une centaine d'arbres. Depuis le début de l'année, ils apprennent et comprennent les enjeux liés à l'environnement. Un membre de l'ONF les a accompagnés dans cette démarche. J'ai déjà fait une première après-midi à l'école de Bocard pour rencontrer la maîtresse plus les enfants, pour leur parler du projet de l'après-midi, pour les préparer, déjà parler un peu de la forêt. Cet événement s'inscrit aussi dans un programme de reboisement de la forêt de Sallanches. Plus de 4000 arbres ont déjà été plantés. Pour le maire de la commune, c'est une action tournée vers le futur. La plus belle image, c'est pour eux, c'est pour demain. Nous c'est trop tard déjà. Donc, planter des arbres avec les enfants d'une école de Bocard, et c'est magnifique. Je pense qu'il y a un enthousiasme, tout le monde a envie. Et puis, c'est d'appliquer les gens dans le futur de l'environnement. Ironie du sort, la maman d'une des élèves était au même moment à la maternité pour donner naissance à une petite fille. C'est donc la petite Inaya qui a planté le premier arbre en l'honneur de sa sœur. Ouvrons une page culture. À présent, jusqu'au 2 janvier 2022, le Palais Lumière d'Évian-les-Bains rend hommage à l'un des plus grands dessinateurs et illustrateurs des années 60-70. Il s'agit d'Alain Le Foll. Cette exposition est un événement car elle est la première grande rétrospective qui réunit les plus grandes œuvres de ce maître de l'imaginaire, disparu un peu trop tôt à l'âge de 46 ans. C'était en 1981, une exposition que nous fait découvrir Jean-Paul Crespi. Au crayon de couleur, au pastel, à l'encre de Chine ou à la gouache, Alain Le Foll s'est appuyé sur le trait pour construire un univers graphique personnel, donnant libre cours à son imagination, créant des formes fantastiques, mêlant un monde minéral énigmatique et une nature poétique et organique. Illustrateur et dessinateur, il s'est imposé dans les années 60 comme une des personnalités emblématiques, collaborant avec les grandes revues Elle et Marie-Claire et participant notamment à la signature graphique de l'Eau-des-Vies en 1964 et façonnant la geisha qu'il imagine pour la première campagne au Bao, un style orientaliste qu'il décline avec talent pendant 2 décennies. Il a amené son trait, il y a vraiment un trait Le Foll, même si on a du mal à avoir un style, il y a vraiment un trait Le Foll que l'on voit tout de suite. Il est à l'avant-garde de l'avant-garde en fait. Il a des idées et que personne n'a avant lui. Il a ouvert des portes, ça c'est indéniable. Il est parfois même à la limite en fait de la provocation, il va un peu là où ça pique un peu. Il travaille beaucoup avec les magazines féminins, on peut dire que c'est Alain Le Foll est, on peut dire écologiste avant l'heure, féministe avant l'heure probablement. En parallèle à toutes ces collaborations et projets, il produit un travail très personnel. Des œuvres qui se caractérisent par une utilisation constante de l'encre et de la plume et de ce trait d'artiste qui lui donne toute sa force. Ces images représentent des paysages imaginaires, parfois inspirés de ses voyages, fidèles à ses souvenirs, souvent plus étranges et confinants fantastiques. On n'a pas d'écrit, on n'a pas de mémoire d'Alain Le Foll. Je pense qu'il nous raconte lui, tout simplement. Alain Le Foll est quelqu'un qui a été malade. Dès l'âge de 36 ans, il apprend sa maladie. Il y a probablement le choc de l'annonce, en fait, la période où il va comprendre que sa vie sera courte. Et puis après, ça s'apaise. Parfois, ça s'apaise. Parfois, ça revient.
Et on est toujours dans cet univers complètement fantastique, en fait. C'est pour ça qu'il va être beaucoup, beaucoup rapproché du courant surréaliste, parce qu'il part de cette nature qu'il aime tant, et en fait, il nous amène, avec son œuvre, avec ses œuvres, il nous amène vers un monde complètement fantastique. Alain Le Foll est décédé en 1981 à l'âge de 46 ans. Malgré la brièveté de sa carrière, il est considéré comme l'un des plus grands dessinateurs français des années 1960-1970. À l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition, le Palais Lumière lui rend hommage et nous permet de découvrir une œuvre qui est restée jusqu'à ce jour inaccessible, malgré qu'elle ait contribué à façonner l'univers visuel de toute une époque. En ce mois d'octobre, nous reprenons les bonnes habitudes sur notre antenne. C'est le retour de nos chroniqueurs préférés. Pour cette première chronique de la saison, Victoria Lopez a retrouvé Vincent Poirier dans sa librairie BD Fugue à Annecy. Il nous présente ses 3 coups de cœur du moment et un événement à ne surtout pas manquer ce week-end. Regardez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique en compagnie de Vincent Poirier. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien, Victoria, merci. On va évoquer tes nouveaux coups de cœur, à commencer par Goldorak, juste là. Oui, Goldorak, c'est un gros événement éditorial, un gros événement, on connaît tous ce personnage, que ce soit parce que dans la culture populaire on en a entendu parler, ou parce que la génération trentenaire et plus l'a vu, regardé, maintes fois regardé en dessin animé à la télévision. Et Goldorak revient en bande dessinée. Alors ça nous fait découvrir un peu le rayon manga au passage, parce que c'est bien effectivement d'origine japonaise, c'est Go Nagai qui a créé Goldorak, mais qui a validé le projet que des auteurs français ont proposé. Ils ont fait 140 pages extraordinaires de ce robot qu'on pensait un peu daté, un peu terminé. Et d'ailleurs, c'est justement dans la continuité directe des derniers épisodes, quelques années plus tard, on va retrouver les personnages principaux. Et écoute, c'est un travail extraordinaire qui a été fait ici. À titre personnel, j'ai aucune nostalgie de l'univers de Goldorak. Je fais partie de ceux qui, voilà, pas plus que ça. Mais j'ai tellement aimé le lire parce que le dessin est extraordinaire, le scénario est bluffant. Il y a des hommages qui sont permanents, que ce soit pour justement les Madeleines, pour ceux qui l'ont aimé, tout comme effectivement c'est totalement accessible à celui qui ne connaît pas l'univers de Goldorak. Il y a une première page qui explique, qui donne les codes. Et puis à la fin, il y a aussi le making-of. À la fin de l'album, on découvre comment les auteurs ont travaillé. Et là, on voit vraiment que c'est un projet titanesque au sens exact du terme, mais qui a été, enfin c'est un prodige pour moi de la bande dessinée qui a été accomplie ici par 5 auteurs français qui ont fait vraiment une œuvre extraordinaire. On a hâte de lire ça et on va se diriger vers un tout autre univers, un petit peu plus loin. Oui, parce que la bande dessinée, elle permet de raconter beaucoup de choses très différentes. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Davodo, qui est célèbre pour des titres comme Les Ignorants, comme Lulu Famille aussi, qui a été adapté au cinéma, entre autres titres. Et il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Le Droit du sol, qui est juste là. Le Droit du sol, en fait, c'est un ouvrage assez étonnant parce qu'il nous raconte l'histoire de Pêche-Merle, où il y a une caverne, c'est dans le Lot, où une caverne préhistorique, une grotte dans laquelle il y a des peintures, et lui il est fasciné par une peinture de mammouth notamment. Donc il va nous en parler, mais il va aussi décider de faire un pèlerinage de 800 km pour remonter à Bure, c'est dans la Meuse, puisque c'est là-bas qu'est prévu d'enterrer des produits chimiques toxiques qui pourront mettre quelques milliers d'années, eux, à disparaître. Et lui, il va relier ces 2 points de l'histoire de l'homme pour essayer de comprendre. Et au passage, de manière assez introspective, il va nous faire rencontrer bon nombre de scientifiques, de journalistes, d'universitaires qui vont l'accompagner un bout de chemin, mais vont nous permettre d'avoir un petit peu plus les clés sur ce qui s'est dit, sur ce qui s'est fait, et tout ça avec beaucoup d'humanité. C'est une des forces d'Étienne Davodo, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement humain, très attachant. Il n'est pas là pour faire la révolution, il n'est pas là pour militer, il est là pour, tout en simplicité, nous apprendre un petit peu notre histoire, nous aider à réfléchir, nous inciter à réfléchir, mais sans nous forcer à le faire. Et en même temps, écoute, c'est des grands paysages, parce que 800 km avec lui, à pied, on va vraiment beaucoup se promener. Et donc voilà, c'est un vrai plaisir de lecture, Le Droit du sol. Ouais. On voyage avec Étienne Davodo. Oui. On passe à nouveau dans un autre univers, une BD d'aventure, on peut le dire une sorte de polar un petit peu du quotidien. On va retrouver 2 auteurs qui ont tous les 2 été primés à Angoulême pour des raisons différentes. Sylvain Vallée, c'est le dessinateur. Il avait fait la série Il était une fois en France, prix de la meilleure série à Angoulême. Le scénariste Marc Eccarcel, on le connaît pour le cinéma. On le connaît aussi pour Ghost 911, qui avait eu le prix du meilleur polar à Angoulême.
Et ici, c'est à nouveau un polar, mais je te dis un petit peu du quotidien. Tananarive, il est question de Madagascar, on croit qu'on va beaucoup voyager. En fait, pas tant que ça. Ça se passe dans le nord de la France. C'est l'histoire d'Amédée. Amédée, ex-notaire, à la retraite. Il n'a pas vécu des aventures extraordinaires dans sa vie, beaucoup à faire de la paperasse, du bureau, mais il a son ami, Joe, qui lui a vécu des choses extraordinaires. Lui, vraiment, un grand aventurier. Raconte-moi encore, il adore le soir, avec le petit verre, raconte-moi encore quand tu as fait ça. Ah oui, c'était formidable. Bon, il faut bien qu'il rentre chez lui un moment, mais vraiment, toutes ces histoires sont remarquables. Et puis un jour, son ami casse sa pipe, les histoires s'arrêtent, mais lui, l'amitié l'amène à accompagner tout ça, même s'il est désormais retraité. Il va s'assurer que cet enfant dont il a entendu parler, il va pouvoir avoir effectivement sa transmission, parce qu'il a écouté toutes ces histoires, qui sont peut-être pas des vraies histoires finalement. Il va se rendre compte que son ami était peut-être une sorte de baron de Munchausen des temps modernes, et que toute cette vie qu'il lui a racontée était peut-être plutôt sortie de son imagination qu'une réalité. Et donc il va enquêter, il va avancer pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Et c'est plein de tendresse. On est vraiment au cinéma, dans les dialogues, dans les situations. Le dessin est absolument remarquable de Sylvain Vallée, qui est un dessinateur qui, au niveau de la bonhomie, la physionomie des personnages et des attitudes, on vit vraiment ces personnages-là. Et ici, ça prend une belle dynamique, une belle ampleur. Voilà, ça c'est vraiment un des meilleurs titres, à mon avis, de l'année. Et je pense sûrement un futur cadeau de Noël pour beaucoup. Je le souhaite parce que vraiment, très très bon titre. Et c'est un one-shot, histoire complète, tout en main. C'est celui qui a le plus attiré mon attention, en tout cas dans tous les coups de cœur que tu nous proposes si jamais quelqu'un ne sait pas encore quoi t'offrir à Noël. Et puis, on a une petite info aussi à partager. Je pense que oui, je pense qu'il y a un petit événement qui se passe demain. Je suis très content de parler parce qu'il y a Miss Prickly. Miss Prickly, elle s'est fait connaître en faisant la série Mortel Adèle qu'elle a créée au début. Maintenant, par contre, elle a complètement changé de série. Elle fait Animal Jack, désormais 5 tomes de paru. Animal Jack, c'est un petit garçon qui peut se transformer en animaux. Et sur 5 volumes, c'est des grandes aventures pour les jeunes lecteurs. Ça fonctionne extrêmement bien. Elle a sorti mercredi le tome 8 d'Acheval. Elle est très prolifique. Elle aime beaucoup les animaux aussi. Ça se voit. Et elle viendra donc dédicacer demain à la librairie à partir de 15h. Et au passage, elle signera l'affiche qu'on a éditée avec elle dans la collection des affiches d'Annecy faites par des auteurs de bande dessinée. Et elle nous a fait un très bel hommage au lac d'Annecy avec une sirène, voilà, qui raconte une image qui raconte une histoire. On peut rester devant et trouver plein d'histoires derrière. Donc voilà, une sirène comme celle qu'on retrouve au musée Château d'ailleurs. Il y en a une qui est là-haut. Donc voilà, très belle affiche. On termine sur cette note poétique. Merci beaucoup Vincent. Et merci à toi. Et à très bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. À suivre votre émission En tête-à-tête, Victoria Lopez a rencontré Vadim Druel, le plus jeune alpiniste français à avoir réalisé un 8000 mètres sans oxygène. Il a gravi le Manaslu au Népal. C'est juste après la météo de Thierry Paulme. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal à 18h. Très belle soirée sur notre antenne et à très vite.